Bonsoir tout le monde. On va juste commencer avec des applaudissements un peu plus forts pour se réveiller. C'est la fin de journée. Voilà. Pour les courageux. Donc bonjour encore. On va parler métrique, monitoring, un sujet souvent qui est un peu touchy. L'objectif du truc, quand je l'ai fait, c'est essayer d'être en mesure de donner des clés pour choisir les bonnes métriques, pour construire un monitoring qui sert. Un monitoring qui sert, point. Parce que parfois, on en a, il ne sert pas à grand-chose. Donc, je m'appelle Vincent Aubrin, la photo est non contractuelle. Je suis staff engineer chez ManoMano. Plus particulièrement, moi, j'évolue surtout dans les écosystèmes JVM. Et mon ancrage dans la boîte, c'est l'équipe de paiement. Donc, si jamais vous avez déjà commandé sur ManoMano et que ça n'a pas marché, c'est sûrement de ma faute. Donc ManoMano, qui sommes-nous? Je pense que vous connaissez un petit peu. On est une marketplace, on vend du bricolage, du jardinage. On est un peu partout, on est disponible un peu partout en Europe. Ce qui est à retenir de cette slide, c'est deux chiffres. 5 millions de clients actifs par jour. Par mois, pardon, excusez-moi. Donc ça fait un peu de trafic. Et la deuxième, je la cherche à chaque fois. Le nombre de commandes, je ne sais plus où elle est, mais voilà. Ouais, peut-être pas ici, je l'ai peut-être retiré. Bref, c'est beaucoup de commandes aussi. Ce qui veut dire que si le système de paiement ne marche pas pendant une demi-heure, une heure, on perd de l'argent. Donc si on perd de l'argent, au bout d'un moment, je ne suis plus payé. Si je ne suis plus payé, je ne peux plus manger, etc., etc. Donc, on va essayer un peu de parler de comment on peut s'enlever de la charge mentale sur le monitoring, sur le suivi de sa production et avoir un truc qui est efficace. Donc, quand on parle monitoring, on va d'abord parler des piliers de l'observabilité, les logs, les métriques, les traces. On commence avec un lieu commun. Je pense que ça parle à peu près à tout le monde aujourd'hui. Et comment c'est construit? J'imagine que vous avez ce genre de système, peut-être, en tout cas, pour récupérer des métriques, des logs et tout un tas de choses sur vos applications. Donc, on a à droite un système qui est plus basé sur ce que j'ai appelé de l'agent. C'est-à-dire que c'est une dépendance dans votre application qui va aller manger et pousser des métriques, envoyer les logs dans des systèmes. C'est plutôt utilisé pour les solutions SaaS type Datadog, New Relic. Et vous avez une autre variante, qui est celle de droite, qui est plus à base de Scrapper. Donc j'imagine qu'il y en a qui utilisent Prometheus. C'est ce que j'ai appelé Scrapper. C'est lui qui vient chercher dans votre application les choses. À chaque fois, ça va dans des grosses bases de données. Ça gère le volume. Et il y a une solution de dashboarding qui permet un peu de regarder les choses. Mais quand on dit regarder les choses, voilà, c'est quand même un peu sexy, c'est-à-dire qu'on a ce genre de dashboard qu'on arrive à construire. C'est beau, il y a de la couleur. Qui a des dashboards comme ça chez lui? À main levée. Voilà, il y a 10 ans, ce n'était pas la même. Donc aujourd'hui, maintenant, on a un peu un problème de riche. C'est-à-dire qu'on a plein de choses. On ne sait pas forcément quoi en faire. Alors si on sait quoi en faire, quand ça a déjà explosé, on dit qu'est-ce qui se passe? On regarde le dashboard et on voit des pics du rouge de partout. On dit la base de données a explosé, on n'arrive plus à appeler tel service, il n'est plus là. Bon. En gros, ces trucs-là servent, je grossis le trait volontairement, mais servent quand c'est déjà le bazar, qu'on veut comprendre un peu l'ampleur du bazar. Et donc ça nous donne des informations. Le but de la démarche que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est essayer de voir si on peut faire des trucs un peu plus proactifs pour essayer de détecter avant que l'explosion soit trop large, ou tout du moins réagir le plus rapidement possible. Pour donner un peu de contexte, il y a, ça commence à faire maintenant, 3 ans, je pense, sortie Covid, ManoMano a beaucoup grossi, donc on a beaucoup plus de clients qui passent, et on se dit peut-être que ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, ça ne tient plus forcément à la charge, ou c'est un peu limitant pour notre croissance. Pourquoi? Parce qu'on était jusqu'alors sur du PHP et quelques monolithes, 2-3 microservices, mais ce n'était pas forcément la norme, entre guillemets. Et donc la décision a été prise d'essayer de redesigner tout le tunnel d'achat, mais pas que se faire ça. En plus, on allait switcher de langage. Donc on passait sur du PHP, sur des JVM. C'est un beau voyage, c'est une belle aventure. Je pense que le GIF, là, le même, il est à propos. On part avec notre carte et puis yalla, dans l'inconnu.
tant qu'à faire, si on doit tout refaire, on s'est posé aussi la question de, bon, il va falloir qu'on mette du monitoring. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer de le penser dès le début? Même principe que les tests, si vous les pensez dès le début, vous codez, ils seront plus utiles. On a essayé de faire la même chose. C'est d'avoir cette même méthodologie. Bon, c'est des vœux pieux. Et donc, comme chaque équipe qui commence un nouveau sujet et qui a besoin de savoir ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle fait? Une réunion. Donc, on s'est assis, enfin, on ne s'est pas assis, vu qu'on était chacun chez soi à l'époque. En tout cas, on s'est réunis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut pour ce nouveau système de paiement? Comment on aimerait pouvoir gérer les pannes ou être averti par les pannes? Donc, il y a des choses assez simples qui sont sorties du truc, du genre, on veut qu'il soit assez réactif. Donc, comme je disais, si ça ne marche pas pendant une demi-heure, on perd quand même pas mal d'argent. Donc on va être assez réactif. On veut tendre vers les 5 minutes. Alors 5 minutes, on va avoir un truc qui s'allume. Très bien. Un truc qui s'allume, on ne veut pas de mail. Parce que nous, les mails, on ne fait pas du tout de mail, on fait pratiquement que sur Slack. Donc on veut que ça arrive dans Slack. On ne veut pas des trucs qui s'allument et qui s'éteignent toutes les 3 minutes. Parce que ça, c'est de la charge mentale, on n'en veut pas. Ça ne nous intéresse pas. Et il faut que ça soit compatible un peu avec ce travail. On était en remote à l'époque, 2002, 2003. C'est toujours un peu le cas. Mais maintenant, il y a toujours quelqu'un qui est en télétravail. Ce qui veut dire que ce qu'on voit sur cette image-là, que peut-être certains ont connu, je pense, oui, les open space avec ces écrans accrochés en haut, là, avec du monitoring qui s'allume en rouge, qui est en rouge toute la journée. C'est un rouge habituel, au final, c'est de la déco. Je ne sais pas s'il est vrai, s'il n'est pas vrai, s'il sert à quelque chose. Bon. Et donc, cette télé, on n'en veut pas. On ne veut pas un truc qu'on a à regarder pour savoir ce qui se passe. On a un truc qui vienne vers nous. Vraiment compatible télétravail, si je puis dire. C'est plutôt classique en termes de requirement pour un système de monitoring. Mais ça avait au moins le mérite d'avoir été discuté et écrit. Donc, comme je disais, on va construire des nouveaux services. Le truc qu'on a essayé de faire, c'est ce genre de service-là. Donc, comme je disais, c'est de la JVM, donc Java ou Kotlin. On a testé un peu les deux parce que l'équipe venait de PHP, donc on teste, on choisira après le plus intéressant. C'était principalement fait avec Spring Boot. C'était déployé comme des conteneurs dans Cube, monitoré via Datadog. Et là, le point un peu structurant de ce qu'on a fait, c'est que nos services sont architecturés en hexagonal. Donc on a essayé de pousser vers l'extérieur tout ce qui est infra, technique, et de laisser le métier au milieu. Une fois c'est une cartographie assez simple, simplifiée de nos services. Il ressemble à ça, c'est une carte d'identité. Maintenant, on a essayé de se dire, OK, nos services sont comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont leurs caractéristiques, ou entre guillemets, les choses qui nous indiquent qu'ils travaillent, ou comment ils travaillent. Donc c'est une liste, comme vous avez là, qui est assez simple. Hein. C'est vraiment les trucs basico-basiques, mais ils ont le mérite d'être écrits. Donc c'est une application Java, Spring Boot, pas de surprise. Ça tourne dans un pod, dans Cube, et c'est hautement disponible. Ah, hautement disponible, c'est une caractéristique qu'on n'a pas forcément sur tous nos services. Elle est importante, celle-là. Il utilise une base de données pour stocker de la data. Pareil, il y en a qui auront de la base de données, il y en a qui n'en auront pas. Il fournit une API en REST à des clients. Il consomme d'autres services en REST aussi. Il consomme des messages dans un topic Kafka et il en publie dans un autre. Voilà. Donc ça, c'est un microservice assez classique chez nous. Et finalement, c'est le travail qu'il fait. Les entrées, les sorties, et finalement, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là étant les deux premiers points, et les entrées-sorties, les autres points. On a essayé de se dire, OK, pour chaque point, si je dois mettre une métrique en face, qu'est-ce que je mettrais? Donc c'est une application Java Spring Boot. Donc OK, une application Java Spring Boot, comment je sais finalement elle est démarrée, qu'elle marche? Donc démarrer, dans Spring, nous fournit des endpoints de health check. Donc s'il passe, c'est qu'il est là. Oui. Est-ce qu'il travaille? On peut suivre la consommation CPU, RAM. Ça nous permet d'avoir une bonne indication de est-ce qu'il travaille, finalement. Oui. Bon, après, on est passé aux étapes suivantes.
qu'il y a un petit peu plus de couleurs, c'est un peu plus sympa. Donc, c'est une application qui est déployée sous forme de pod, dans Cube. Comment on peut savoir que l'application, entre guillemets, coche la case? Alors, il y a une notion qui est assez intéressante, c'est la notion de pod ready. Donc, un pod qui est ready, il accepte du trafic. Donc, on s'est dit, OK, un pod qui est ready, ça veut dire qu'il est là, qui travaille et qu'il accepte du trafic. Tout à l'heure, notre service, on a dit qu'il était hautement disponible. Qu'est-ce qui caractérise un service qui est hautement disponible dans Cube? 2 pods. Donc on va essayer de se dire, voilà, ma métrique, c'est qu'il y a au moins 2 pods de up. Ça valide le hautement disponible. Ensuite, on va essayer de se dire, bon, on a 2 pods, mais si j'en ai 14, est-ce que c'est bien? Alors, on regarde notre workload, on se dit, voilà, on travaille comme ci, comme ça. Non, c'est pas normal d'avoir 15 pods disponibles. Donc on a essayé de mettre une métrique, une borne supérieure, qui est, on ne doit pas avoir plus de, quoi que j'ai mis dans l'exemple, 5. 5 pods ready. Ça nous permet de nous couvrir sur la haute disponibilité et l'overscaling. Et enfin, on a ajouté quelque chose un peu après avoir commencé à travailler, c'est une métrique sur les redémarrages des pods. Un pod qui n'arrive pas à démarrer peut boucler en restart pendant un certain temps. Et donc ça, c'est caractéristique d'un pod qui n'a pas forcément les prérequis pour démarrer. C'est-à-dire qu'il a chargé l'image, mais après, il n'arrive pas à faire des choses. Bon, typiquement, ça peut être aller chercher des secrets dans un vault ou des choses comme ça. Et donc, on a mis une métrique sur le nombre de redémarrages moyens des pods, qui nous permet de détecter des problèmes de démarrage. Donc là, on est dans la couche basse, avec ces métriques, et on passe au truc un peu plus intéressant. Donc on fournit une API REST à des clients. Donc là, vous voyez 3 métriques. On s'est auto-limité sur le nombre de métriques qu'on voulait poser, entre guillemets, sur les aspects. Pourquoi? Parce que j'imagine que pour une API, on peut trouver 15 métriques qui pourraient fitter pour dire est-ce que ça marche ou pas. Donc nous, on a pris celles qui nous intéressaient. Donc je commence par le bas, la latence. Donc on a choisi le 95e percentile, qui ne doit pas être au-dessus, 1, 2, 3, 4, qui ne doit pas être au-dessus d'un certain seuil. Le seuil étant arbitraire au début, parce que les microservices, on est en train de travailler dessus, on ne sait pas comment ils travaillent. Là, on se dit, il va falloir qu'on note, attention, ce truc-là, il faudra sûrement le bouger. Et on va aussi tracer de manière séparée les réponses en 400 et en 500, avec des pourcentages qui sont eux aussi arbitraires, fait comme ça, et on se dit, on verra plus tard. Pourquoi on sépare les 400 et les 500? Parce qu'ils sont révélateurs de 2 choses différentes. Les 500 vont plutôt nous dire ton service a eu une erreur. Les 400 vont plutôt dire les appels des clients génèrent des erreurs. Donc déjà là, on a essayé aussi de réfléchir sur ce que voulait dire une métrique qui n'était pas bonne, enfin qui dépassait son seuil. Et bien sûr, ça sous-entend que les codes erreurs retournés par l'API sont corrects. C'est un lieu commun, mais c'est du travail aussi. Donc là, on était l'API. Si on est client, quand on consomme, c'est à peu près la même chose, globalement. Ça permet de voir, est-ce que c'est celui qu'on appelle qui génère des erreurs ou c'est nous qui envoyons des erreurs. Pareil, les seuils, c'est au doigt mouillé. Et ces métriques-là, on les fait par service appelé, c'est-à-dire que si on appelle 4 services différents, on va avoir 4 sets de métriques pour chacun. On va passer à une autre dimension du service, sa partie événementielle. Donc, il lit dans du Kafka, il consomme et il écrit. Okay. Donc, on a pris la notion déjà de consumer. Un consumer, quelqu'un qui lit dans un topic. Qu'est-ce qui va nous dire qu'il travaille bien? Déjà, qu'est-ce qui nous dit qu'il travaille? Donc, la métrique qu'on a identifiée, nous, c'était le lag du consumer. Alors, pour expliquer le lag, c'est le retard qu'il a à consommer les messages qui arrivent dans la file. On schématise globalement. Et donc là, sur l'exemple, on voit que jusqu'à 18h40, on dépilait de manière plutôt stable et ça allait. Puis d'un coup, il s'est passé quelque chose et on a pris du retard. Donc nous, on s'est dit, c'est un bon indicateur que notre consommateur ne fonctionne pas bien. Pareil, le 10, c'est du dos mouillé.
Plus tard, on a ajouté la deuxième métrique qui est la publication dans un date letter topic. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, je vais expliquer rapidement. En gros, quand on travaille avec de l'événementiel et donc des topics, des queues, on va manger au fur et à mesure les messages, on les dépile. Et quand il y a des erreurs, il y a toujours la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bloque et je réessaye jusqu'au moment où j'arrive à faire l'opération? Mais si on bloque en continu, parce que pour passer à la suite de la file, je suis obligé de finir celui que je suis en train de faire. Donc au bout d'un moment, quand ça bloque trop, on a ce principe un peu de parking lot. On le met sur le côté pour plus tard. Le plus tard, en général, c'est les devs qui se réveillent le matin et qui voient l'erreur. Et on a identifié cette métrique comme étant indicateur ou révélatrice d'une erreur. Donc on l'a ajouté au consumer. Et enfin, pour les microservices qui publient dans un topic Kafka, on a fait un truc extrêmement bateau qui est la vitesse de publication dans le topic. On n'a pas trouvé mieux. Si quelqu'un a mieux, je suis preneur d'ailleurs. On a couvert à peu près toutes les dimensions de notre service. Et on s'est dit, bon, on travaille au paiement, les mecs, admettons, hein, il y en a un qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a été un peu bourrin, on s'est dit, on va mettre aussi une métrique sur le nombre de logs en erreur sur 5 minutes. Pareil, s'il dépasse un seuil, ça veut dire que c'est pas bon. Ce qui sous-entend que le niveau des logs est correct. Pareil, lieu commun, mais ça demande du travail. Donc, on continue dans l'histoire, l'implémentation, on continue sur les nouveaux microservices, on les teste, on les valide, on ajoute les monitoring un peu partout, et puis on se dit, bon, on est prêt, allons en prod, tout le monde est prêt, bon, c'est l'heure de la mise en prod. Du coup, ça ne s'est pas très bien passé. Alors, pas que les services ne marchaient pas. C'est juste qu'on se réveillait le matin, il y avait 500 alertes dans le channel, 499 qui ne servaient à rien. Mais on les regarde quand même, parce qu'on ne sait jamais. Je ne sais pas si vous avez été au talk sur les tests flakiness. Voilà, c'est un peu ça, c'est les monitors flaky. Sont-ils utiles? Ne le sont pas. Ne le sont pas. Le français repassera, il est tard. Donc c'est compliqué. Et donc là, il y a un premier message que j'aimerais faire passer. Il ne faut pas baisser les bras quand c'est comme ça. C'est dur. Hein. Il faut... On a une mauvaise habitude, entre guillemets, dans l'IT, parfois, c'est de se dire, quand c'est complexe, quand c'est dur, et quand ça prend du temps, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Très souvent, on dit, hop, non, peut-être pas. Là, on s'est dit, non, on remonte les manches et on y va. Il y a plein de choses à faire. De toute façon, là, l'ouverture du nouveau tunnel se fait, on l'a fait donc par pays et un pourcentage d'utilisateurs. Donc, par exemple, on a ouvert à 10% des utilisateurs allemands le nouveau tunnel, ce qui fait que ça fait très peu d'utilisateurs au final. Très peu d'utilisateurs, ça fait très peu de métriques. Très peu de métriques, ça fait potentiellement des choses qui sont très variables et pas forcément très correctes. Parce qu'une erreur sur 5 appels, c'est pas la même chose que 2 erreurs sur 70. Donc on a continué. On s'est dit, voilà, on va se reposer, on va se refaire notre meeting. Quand il y a un truc qui s'allume, pourquoi il s'allume? Pourquoi il n'aurait pas dû s'allumer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer? Donc, deuxième... Je t'en prie. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais. On va dire oui. Merci. Alors, deuxième enseignement, toujours regarder ce qui se passe dans la vraie vie. Je pense que c'est quelque chose qu'on connaît bien dans l'IT. Les plans ne se passent jamais comme prévu. Ce qui veut dire que si on se dit « je n'aurai jamais 5% d'erreurs 500 sur mon service », on n'en sait rien. Et donc, il faut toujours s'ajuster par rapport à ce qui se passe. On en a parlé, on a des beaux dashboards qui nous montrent plein de choses. Regardons-les. Donc on les a regardés, on a essayé de faire des actions correctives ou entre guillemets des ajustements pour que ça soit plus fiable. Donc on est passé sur le 90e percentile à la place du 95e
parce qu'il était plus stable. Nous, dans notre cas d'usage, ça fait sens. Pourquoi on est au paiement? Un endpoint de paiement, s'il prend 1 seconde, c'est plutôt normal. Ce qui n'est pas le cas pour un autre domaine. Par exemple, une page de produit qui ne récupère pas les informations de produit en moins de 100 millisecondes, ça commence à être un peu... Voilà. Donc, nous, c'était OK. On a aussi séparé donc, nos métriques de 400 et de 500. On les a séparées, et les latences, pardon, on les a aussi séparées en fonction des opérations d'écriture et de lecture. Pourquoi? Parce que ça permet de mettre des seuils différents. Sur la latence, ça se comprend très simplement. Donc je disais, 1 seconde pour un endpoint de paiement, c'est plutôt classique. En lecture, on va plutôt être à, je dis une bêtise, 200. Je ne peux pas mettre une métrique qui a du sens tellement il y a d'écart entre les deux. Donc on les a séparés et on a choisi un seuil plus cohérent pour chacun des use cases. On a exclu des 400 les 404. Alors ça, c'est un incident en lui-même, ce truc-là, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était un travail de fond qu'on a fait ensuite, mais entre guillemets, c'était révélateur d'un problème architectural. On l'a juste mis de côté, on a fait un moniteur dédié après. On a ajusté les seuils, comme je disais, donc on les a un peu relevés. Et enfin, on a fait des tests de charge. Qui fait des tests de charge de manière régulière, des tests de performance? Les copains, il y en a quelques-uns. Alors, franchement, investissez là-dedans, vous apprenez plein de choses sur l'application. Et faites-le régulièrement. Si vous pouvez le mettre dans la CI, aujourd'hui, on a des super outils pour le faire assez simplement. Donc, on a fait ça. On a balancé de la charge, on a regardé les seuils. Et c'est là où je dis, ce que je disais tout à l'heure sur la réalité du terrain. On peut se dire, moi, ma latence, ça va être 400. Test de charge, ah bah non, c'est 600. La latence nominale. Adaptons-nous. Voilà. Notre seuil de référence, c'est ça. Si ça déconne au-delà de ça, c'est qu'il y a un problème. Faisons ça. Et enfin, alors, je ne sais plus comment j'ai traduit en français celui-là. La nuit, c'est fait pour dormir, il me semble. La nuit, il y a très peu de trafic sur les sites marchands. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des alertes qui pop à 1h du matin? Parce que le seul client qui est sur le site, il a eu une erreur. Forcément, ça fait 100% d'erreurs sur les appels, ça s'allume. Donc, il ne faut pas hésiter à se dire, est-ce que c'est nécessaire de mettre une alerte à ce moment-là de la journée? Ça peut aussi faire des économies sur les astreintes. Donc, on a fait tout un tas de trucs. Et comme vous l'entendez, ça fait beaucoup de travail à faire sur les moniteurs. Imaginons, j'ai que 20 microservices, je dois passer sur chacun pour changer les trucs. C'est fastidieux. On a eu la chance en même temps que notre superbe équipe plateforme, je leur fais une dédicace vu que c'est filmé, nous ont livré un outil d'infra as code, un vrai, c'est-à-dire que c'est en TypeScript. Ça s'appuie sur le CDK Terraform, donc on peut faire des choses assez poussées. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis certains de nos moniteurs dans une librairie et on les réimporte et on les réutilise dans les différents déploiements de nos services. Ce qui nous a permis déjà de les factoriser, de plus facilement les ajuster au fur et à mesure qu'on se disait il faut changer ci ou faut mieux vaut faire comme ça. Et en plus, comme on a en interne un outil de gestion de mise à jour de dépendance automatisée, Renovate, bot, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, Dependabot aussi. Pareil, investissez là-dedans, ça vous change la vie. Finalement, c'était assez facile de les faire avancer, de les faire vivre et de les améliorer au fur et à mesure. Si je peux commenter un peu le code, si ça intéresse des gens. Donc là, par exemple, c'est une fonction qui va créer un moniteur sur la latence pour la partie lecture. On a des paramètres en entrée qui sont le nom du service, l'environnement sur lequel on déploie, et un conteneur service monitor configuration qui va contenir, par exemple, des seuils, mais aussi le channel Slack sur lequel on va envoyer les choses, ou potentiellement les windows, donc les plages de données à compute. Voilà. Donc on a ça sur plusieurs aspects. Ça nous a changé la vie. Si vous avez de l'infra as code que vous pouvez faire du monitoring avec, regardez, ça vous changera la vie. Donc j'ai déjà dit tout à l'heure aussi, les logs, il faut le bon niveau de log. Parce qu'il y a le bon log, quand il se passe un truc, il log un message, et il y a le mauvais log, quand il se passe un truc, il log un message. Donc c'est un lieu commun, mais vraiment, il y a un vrai intérêt à le faire. Donc ce que je vous montre là,
C'est ce qu'on a intégré dans notre rituel de daily, c'est-à-dire qu'on a un dashboard qui va aller compute un peu tous nos logs et qui va nous sortir des patterns de logs. Donc on n'a pris que les warns et les erreurs pour le moment. Ceux qui sortent le plus. Et on a pris l'habitude en fait de les regarder pour savoir si ça avait un intérêt. Si ça avait un intérêt, point. Et il arrive assez souvent que c'est du bruit. Là, je ne sais pas si j'en ai laissé un. Peut-être pas. Si, j'en ai un. Une erreur d'Hibernate qui me dit, voilà, cette configuration-là, tu n'es pas obligé de la set ou tu la set. Je n'ai pas bien lu. Bon. Parce que c'est un intérêt d'avoir ça dans les logs. Déjà, visuellement, je suis obligé de vérifier que ça ne sert à rien. Donc, il y a ce genre de choses qu'on a regardé. On s'est dit, OK, ça n'a rien à faire. On le dégage, donc on fait la correction. Parfois, ça a été même baisser le niveau de log sur certaines librairies qu'on utilisait parce que, quoi qu'il arrive, il y a une exception qui est élevée. Il va loguer un message et nous, on rattrape l'exception et on refait notre bousin derrière. Ça n'avait aucun intérêt de loguer un message. Donc, on l'a dégagé. Au fur et à mesure, à faire ce travail, vous allez voir que les logs utiles vous seront utiles. Vous ne serez pas perdu dans le flow. C'est-à-dire que si vous regardez que les logs en erreur, vous n'aurez que des vraies erreurs. Vous n'aurez pas 70 000 trucs de framework ou je log une erreur, mais en fait, je continue à travailler. C'est pareil, ça veut dire que parfois, il faut se poser les questions. Un warn, est-ce que c'est vraiment un warn si c'est juste une certaine branche du process? C'est une branche du process, c'est le processing nominal, donc c'est de l'info. Donc, il n'y a pas besoin de nous warn dessus. C'est géré. Donc, voilà, ça c'est un peu une marotte que j'ai, les logs. Mais vraiment, c'est un investissement utile. Pourquoi? Parce que quand il se passe quelque chose, log erreur, on voit tout de suite. Et oui, je parlais aussi je disais charge mentale tout à l'heure, mais voilà, dans l'équipe, on est tous entre 30 et 40 ans, avec des jeunes enfants. Je pense que vous êtes tous dans ce cas-là, enfin tous, beaucoup. Au bout d'un moment, quand 18h ça sonne, on ne peut pas rester forcément beaucoup plus longtemps. Donc, si on peut accélérer les temps pour trouver les erreurs ou pour les comprendre, il faut le faire. Et quand je dis comprendre, c'est peut-être aussi se laisser des balises. Quand vous avez une alerte qui s'allume, entre guillemets, quand vous l'avez designé, vous savez pourquoi elle peut s'allumer. Donc là, je prends un truc, c'est quoi? Voilà, un endpoint de lecture qui est lent. Je le connais, cet endpoint, je sais ce qu'il fait. Donc je peux directement mettre dans l'alerte, si ce moniteur s'allume, ça veut dire que ça sera plus lent pour processer les paiements ou pour afficher les paiements sur la page. Les outils de back-office seront plus lents. Charge mentale, déjà, divisée par 10. Ensuite, je pense aux copains. Alors, chez nous, les gens qui sont d'astreinte, ils ne sont pas forcément d'astreinte sur leur scope à eux. Ils le sont sur le scope de 10 équipes. Globalement, un peu de trucs comme ça. Donc, ils ne connaissent pas forcément tous les microservices très bien. Ils les connaissent, pas forcément très bien. Donc, on est obligé de se laisser des balises, c'est-à-dire des informations, au moins des pointeurs vers des pages de documentation ou des raccourcis. Laisser ce genre d'informations pour les collègues, ça multiplie aussi leur charge mentale. Ça divise, aussi leur charge mentale par 10. Et potentiellement, ça permet d'aller plus vite dans la résolution d'incidents. Si on a 3 moniteurs qui disent « mon impact c'est ça, mon impact c'est ça, mon impact c'est ça », déjà on comprend ce qui se passe et peut-être qu'on peut mieux identifier d'où ça vient. Ça prend du temps tout ça. Ce que je viens de vous présenter là, c'est presque 1 an et demi de travail. Excusez-moi. Donc c'est un peu un travail de longue haleine. Et encore, on n'a parlé que de technique. Que de technique. Alors, pour aller un peu plus dans le fonctionnel, expliquer un petit peu ce qu'on fait dans une équipe paiement. Je me dis une équipe paiement parce que c'est un peu tout le temps la même chose. On a la marketplace, ou le site marchand, qui interagit avec un service, ça s'appelle souvent paiement service. Paiement service, il fait quoi? Il interagit avec un PSP, donc c'est un prestataire pour le paiement en ligne. Donc nous, on utilise Stripe, Adyen, Payplug, s'il faut faire de la pub. Il interagit avec, il fournit au front-end le nécessaire pour payer. Et quand la personne a mis sa carte, on a un feedback, c'est OK. Donc c'est les traits noirs. C'est un flux synchrone, tout ça. Tout se passe de manière bloquante. Le client, à la fin, on lui dit OK. Très bien.
Par contre, quand on dit au client OK, ça veut dire que le numéro de ta carte est correct, tu as fait ton 3DS, normalement, tu as de l'argent sur le compte. De manière asynchrone, les prestataires de paiement communiquent avec les banques pour savoir si vraiment voilà, on fait l'échange, etc., etc. Et c'est un flux asynchrone qui arrive via Webbook, donc c'est le flux Orange, et qui chez nous après passe dans des messages brokers, et c'est de tout événementiel. Bon. On a eu des cas où le monitoring que je vous ai présenté avant ne s'allumait pas du tout. Tout allait bien. Par contre, il n'y a plus d'argent qui rentrait. Donc ça, c'était un petit peu problématique. Alors, comment je sais qu'il n'y avait plus d'argent qui rentrait ? Il y a un truc qui est assez intéressant à faire, c'est de mettre des métriques métiers. Donc, le métrique métier pour un site de e-commerce, le volume de vente est une bonne métrique. Voilà. Je pense que pour une banque, le nombre de virements à la seconde est une bonne métrique. Voilà, ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu comme nous, on a des logs, on analyse les logs pour savoir si on n'a pas raté quelque chose via notre métrique. Avoir une métrique fonctionnelle, très très haut niveau de la boîte ou de plusieurs départements, ça permet un peu d'avoir une voiture balai. Dans le sens où là, c'est un impact business, pas forcément que technique. Et donc, on a eu beaucoup de cas où, en fait, aucune alerte s'est allumée, mais il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Et le principal problème qu'on avait, c'est justement ces deux flux, synchrone, asynchrone. C'est-à-dire que si ça continuait à travailler sur l'un, on ne voyait pas que l'autre ne travaillait pas, ou très peu, ou très mal. Parce qu'il y a le fait de travailler, et le fait de travailler correctement. Toutes les métriques techniques qu'on a vues avant, souvent, ça nous donnait l'information de les services travaillent. Par contre, si tous les paiements sont en erreur, ils travaillent, mais mal peut-être, parce que ce n'est pas normal que tous les paiements soient en erreur. Il y a un pourcentage qui est acceptable et normal, on va dire nominal. Par contre, s'il grossit, ce n'est pas normal. Donc nous, on a la chance, on utilise Spring Boot comme framework, donc c'est assez facile de mettre des métriques métiers. Mais je pense que n'importe quel framework aujourd'hui permet de le faire de manière à peu près simple. Et donc, on a ajouté des métriques à nous, sur nos services, par rapport à ce qu'ils faisaient. Donc le paiement service qu'on a vu tout à l'heure, il va gérer une entité métier qui s'appelle paiement. Voilà. Chaque microservice, en général, gère une ou deux entités, ou trois, et un cycle de vie qui va avec. Donc il y a des statuts qui bougent, voilà, ça c'est plutôt assez classique. Publier ces métriques-là fait qu'on va pouvoir les exploiter. Alors, pour expliquer un peu le graphe, nous, c'est en gros, on publie des métriques pour chaque transition de statut. C'est ça qui fait avancer notre processus. Globalement, si j'ai plus de création de paiement, ça m'indique qu'il n'y a plus personne qui arrive sur la page de paiement. Par contre, ça ne veut pas dire que j'ai plus de confirmation de paiement, mon flux asynchrone peut continuer à travailler. Et inversement, je peux avoir des gens qui arrivent sur la page de paiement, peuvent mettre leur information de carte, mais qui ne peuvent pas, mais toutes mes confirmations n'arrivent pas. Et donc là, on arrive avec ce genre de métriques-là à pouvoir faire des choses intéressantes comme des ratios. Les ratios sont extrêmement puissants, enfin pour nous en tout cas le sont extrêmement à voir dans vos use cases. Mais par exemple, on peut faire des ratios, par exemple, le nombre de créations rapporté aux confirmations. On a un niveau nominal au cours de la journée. Si ça part vers le haut, ça veut dire qu'on n'a plus de création. Si ça part vers le bas, ça veut dire qu'on n'a plus de confirmation. Donc ça nous permet de détecter si le flux synchrone ou le flux asynchrone ne marche plus. Et ça nous permet aussi de détecter des choses comme des lenteurs sur notre Kafka. Ça, on l'a détecté pour le coup, ce qui nous a permis de valider ce moniteur-là. On avait nos confirmations qui étaient beaucoup plus lentes que d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mise à jour d'une autre équipe en même temps qui a complètement écroulé le cluster et donc nos messages ne circulaient plus. Donc, ici, essayez de voir si c'est possible d'émettre des métriques à vous qui ont un sens métier pour chacun de vos services. Ça vous permet de voir est-ce que le service fonctionne correctement, est-ce qu'il fait ce qu'il doit faire. En dessous, je vous ai mis un petit bonus. Alors ça, c'est purement Datadog. Je pense que d'autres services le font, mais je les connais moins. C'est j'ai parlé beaucoup jusqu'à maintenant de seuil.
Donc est-ce que ça dépasse certaines valeurs? Là, on voit qu'il y a un petit liseré blanc, et en fait, c'est une analyse de tendance. Je pense que d'autres le font. Après, si vous avez une bonne équipe plateforme ou des data engineers qui peuvent le faire à partir de vos données à vous, ça peut se faire, c'est que de la stat. Ça prend un peu de temps. Ça va analyser sur les jours précédents les valeurs des métriques, ou en tout cas du calcul que vous faites. Il prend des sécurités statistiques, c'est la zone, et en gros, il est capable de dire, si ma métrique se tient dans cette zone-là, c'est que tout va bien. Si ça sort, c'est qu'il y a un souci. Et donc là, on commence à avoir des choses assez intéressantes. Pourquoi? Parce que notre activité métier, elle est liée à la temporalité. J'explique. On est un marchand. À votre avis, c'est quand le moment de la journée où il y a le plus d'achats? À 1h du matin ou à 11h? Ça dépend qui répond, si quelqu'un d'insomniaque ou pas. Mais voilà. Donc, en faisant ce genre de choses-là, on est capable d'avoir des moniteurs où on n'a pas à se poser de questions de seuil. Parce que le seuil, c'est dur à trouver la bonne valeur. Et donc, si vous avez ce genre de choses-là, n'hésitez pas à regarder et à tester si ça marche avec ce que vous faites. Parce que cette temporalité-là, on peut avoir différentes façons de l'utiliser. Nous, on est sur une saisonnalité sur la semaine. C'est-à-dire que les lundis vont être analysés avec les lundis, les mardis avec les mardis. Vous pouvez aussi avoir des temporalités journalières, c'est-à-dire que tous les jours à 10 heures seront comparés avec les autres jours de 10 heures, etc. etc. C'est extrêmement puissant. Enfin, ça, je l'ai ajouté cette semaine, il y a des fois, ça ne marche pas. Alors ça, c'est un moniteur qu'on a en ce moment. Alors quand c'est rouge, c'est qu'il a allumé une alerte. Quand c'est orange, c'est qu'il a allumé un petit warn. Donc c'est sur combien de jours? Je crois que c'est 2 jours. À votre avis, est-ce qu'il est bien, ce moniteur? Je vous le dis, non. Moi, très franchement, il m'emmerde tous les matins, toutes les journées. Et même là, il me faisait chier il y a 15 minutes. Donc il y a des fois, il ne faut pas forcer, même si c'est ce que j'ai dit le contraire tout à l'heure. Il y a des fois, ça ne marchera pas. Dans ce cas précis, c'est un moyen de paiement qui est très peu utilisé, ou pas suffisamment, pour que la valeur ait un sens. Comme je disais tout à l'heure, une erreur sur 3 occurrences, est-ce que c'est la même chose qu'une erreur sur 70? Là, c'est un pourcentage, donc globalement, non, c'est pas la même chose. Et en gros, là, c'est juste un moniteur qui fait du bruit et qui embête toute l'équipe. Donc ça va faire à peu près 2 mois qu'on l'a. Je pense qu'il va passer au conseil et sa lanterne va être éteinte dans pas longtemps, celui-là. Donc les choses à retenir, ou en tout cas si je peux transmettre quelque chose. Comme je disais, les seuils, c'est compliqué. Trouver la bonne valeur, c'est quelque chose qui de toute façon évolue. Parce que dès que vous aurez un changement sur le volume d'appel, faudra les ajuster. Les moniteurs fragiles, donc c'est ce que je disais, ceux qui ont moins de données. Quelque chose qu'on peut faire, c'est de le rendre moins réactif, c'est-à-dire qu'au lieu d'analyser sur 5 minutes, on va analyser sur une demi-heure. Peut-être que là, on a plus de données, et donc que la valeur aura plus de sens ou plus de stabilité en tout cas. En revanche, ça veut dire que votre période de réaction devient une demi-heure, et puis 5. Donc c'est un trade-off à analyser, à savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est intéressant ou pas. S'adapter à son trafic, donc la saisonnalité, faire des tests de charge pour savoir comment ça se comporte. Peut-être même se baser sur ce qui se passe en prod pour mettre des baselines, des points de repère pour après travailler, pour aller en dessous, au-dessus. Voilà. Donc les timeframes, j'ai parlé. Les logs, oui, je vous l'ai dit, c'est ma marotte, j'y tiens beaucoup. C'est vachement précieux, ça permet vraiment de gagner du temps quand c'est propre. Et donc quand c'est propre, ça veut dire qu'on y prend soin autant qu'au reste de l'application. On refactor son code, on change du test, on se dit, ce truc-là, je peux le changer, le faire comme ça, ok, très bien. Ça s'applique aussi au log. Un log inutile, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça ne sert à rien d'autre. Et enfin, donc l'anomalie détecteur, le moniteur que je vous ai montré tout à l'heure, donc la tendance. Si vous avez ce genre de choses-là, vraiment, essayez. Parce que c'est vachement bien. On n'a pas à se soucier
du seuil, etc. Et puis ça marche globalement très, très, très bien. J'espère que ça vous a plu. En cette fin de journée, vous endormez pas. Si vous voulez les slides, il y a le QR code. Et n'hésitez pas si vous avez des retours. Je prends tout ce que vous avez à me dire. Pareil, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.